Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Place à l'humour ce soir, un humour authentique, sincère, mais un humour qui fait réfléchir aussi à nos libertés, à l'exil, à la place des femmes, et en particulier des femmes homosexuelles dans notre société. Nous avons le grand plaisir de recevoir Dena Vadani pour son spectacle Dena, princesse guerrière, sur la scène du Théâtre de la Toison d'Or à Bruxelles jusqu'au 12 novembre, et puis un petit peu partout ailleurs. Avant de la retrouver en studio, on écoute comment elle se présentait sur la scène du Montreux Comédie Festival il y a quelques mois. Bonsoir à tous, je m'appelle Dena et je suis iranienne. Alors je ne sais pas si vous connaissez les femmes iraniennes, mais elles font partie des plus belles femmes au monde. Moi on me dit que je ressemble à Béa, l'infirmière dans la série H. Il n'y a personne qui a dit non. Après c'est soit de Béa, soit de Coluche, hein, tu vois, c'est... Si je suis là, c'est parce que mes parents, c'était des réfugiés. Ils sont partis pour trouver la liberté. Ils ont dû s'adapter un petit peu au début, surtout aux Flamands. Pour ceux qui ne connaissent pas les Flamands, c'est comme des Allemands, mais dilués à l'eau. Alors Dena, bonsoir. Bonsoir. Alors c'est un court extrait, mais je pense que le ton est déjà donné. Dans votre spectacle, vous parlez de vous, Dena, de votre parcours, avec beaucoup de sincérité, beaucoup d'autodérision aussi. Et si on veut être complet par rapport à cette présentation, j'ai envie d'ajouter que vous êtes lesbienne. Alors je le précise parce que c'est une étiquette que vous mettez vous aussi en avant, avec laquelle vous vous présentez. Je pense que sur la vidéo du Montreux Festival, d'ailleurs, vous avez intitulé ça « Lesbienne iranienne ». Pourquoi c'est important pour vous de préciser cette étiquette ? Je suis contente d'avoir cette question parce que j'ai eu beaucoup de commentaires sur le choix du titre, parce que les gens me disaient c'est un peu réducteur d'appeler ta vidéo lesbienne iranienne, mais en fait il y a beaucoup plus derrière. Pourquoi ? Parce que en fait j'avais le choix entre faire Montreux et appeler ma vidéo lesbienne iranienne et aborder le sujet et ne plus jamais aller en Iran, ou ne pas appeler ma vidéo comme ça, ne pas faire Montreux et avoir l'option d'aller en Iran. Et pour moi, je pense que revendiquer la liberté des femmes iraniennes lesbiennes, c'était beaucoup plus important que de pouvoir retourner dans mon pays d'origine. Et donc, c'était un chapitre très intense dans ma vie de me dire, écoutez, au public, voilà, nous existons, nous sommes là, il y a des femmes iraniennes lesbiennes qui existent. En Iran, c'est interdit. Je choisis de le dire. Et en même temps, ça veut dire aussi que je choisis de ne plus retourner dans l'Iran actuel. Je pourrais retourner dans un Iran qui aura peut-être changé de visage, mais en tout cas dans l'Iran actuel qui condamne aujourd'hui les femmes lesbiennes, qui condamne même à mort. Je pense que récemment, il y a eu une condamnation à mort. Absolument. Il faut savoir qu'il y a encore quelques mois, il n'y avait jamais eu de condamnation à mort de femmes lesbiennes en Iran. C'était toujours... D'ailleurs, je faisais un sketch dessus où je disais que elles étaient un peu mieux protégées que les hommes homosexuels. Et puis d'un coup, le décor iranien est venu vraiment se tendre et ils sont venus vraiment condamner à mort deux femmes. Je pense qu'elles vivent encore en prison. Mais pour moi, c'était une période très, très sombre. Et juste après cette période est venue la mort de Mahsa Amini, qu'on voit tous les jours dans les journaux. Donc c'est comme si j'avais un peu pressenti que le décor iranien venait s'assombrir. Donc c'est une période très particulière pour tous les Iraniens. Vous parlez de l'Iran, donc j'ai effectivement envie d'enchaîner là-dessus. C'est que, vous l'avez dit vous-même, depuis un mois et demi, plus ou moins, le pays est secoué par d'importantes manifestations qui ont donc été déclenchées par la mort de Mahsa Amini. Alors elle avait été arrêtée par la police parce qu'elle ne portait pas le voile correctement. Elle est décédée un peu après. Alors, j'ai lu dans une interview que vous disiez « Je me sens iranienne avant même de me sentir femme ». Comment est-ce que vous vivez, vous, ce qui se passe aujourd'hui en Iran ? C'est très difficile. Je vis une déchirure. J'ai l'impression que j'ai une plaie qui saigne tous les jours. C'est très difficile, surtout qu'on est loin. Donc on a l'impression qu'on ne peut rien faire. Et en même temps, quelque part, je me dis heureusement que je suis ici parce que j'aurais probablement été arrêtée. J'aurais pu être à la place de Mahsa. Donc c'est une dualité qui rend fou, en fait. Mais en discutant avec d'autres artistes iraniens, et ça peut être une conversation même via Instagram, on se console en se disant, en tout cas à travers notre art, on essaye d'aider et on essaye de donner un sens à ce qu'on fait. J'abordais déjà la liberté dans mon spectacle, mais aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir encore plus raison de le dire sur scène, d'en parler sur scène. Donc, je me console à travers mon art. Mais c'est sûr qu'on sent une inquiétude, telle une mère ou un parent qui est inquiet pour son enfant. Je me sens comme ça. J'ai peur pour mes compatriotes là-bas et j'ai surtout envie que
ça fasse vraiment changer quelque chose, parce que ça fait des années que tout tremble, mais rien ne bouge. Et on se demande simplement, mais quand est-ce que quelque chose va vraiment tomber, quelque chose va vraiment bouger ? Et personne n'a la réponse. Personne n'a la réponse, donc je pense que la meilleure chose à faire, c'est de garder espoir et de... Bon, c'est un peu métaphorique, mais d'envoyer de l'énergie positive, de manifester une croyance positive pour soutenir les Iraniens qui, là-bas, risquent littéralement leur vie pour la liberté. Mais est-ce que vous avez des contacts sur place ? Est-ce que les manifestations, elles restent toujours importantes ? Est-ce que le mouvement faiblit ? Parce que vous l'avez dit, le problème, c'est qu'il y a eu plusieurs moments comme ça de protestation, et puis on a l'impression que ça s'étouffe et ça reste... calme pendant quelques temps, puis après la colère ressort. J'ai des contacts sur place, j'ai des cousins, j'ai de la famille, et on est, même si Internet est fortement coupé, on a quand même accès de temps en temps à des bribes d'informations, et oui, les manifestations continuent, et en fait, ils essayent eux-mêmes, entre eux, de se motiver à continuer et de ne pas lâcher, parce que c'est ce que le régime veut, c'est que ça s'arrête et que tout retourne à leurs normes. Mais nous, on sait, et surtout les Iraniens sur place savent que si ça s'arrête, la situation va être encore pire qu'avant, sachant que la situation était déjà horrible. Donc, je n'ai pas la capacité, je refuse de réfléchir à ce qui peut être pire que horrible, mais voilà, c'est très inquiétant, et on est tous dans le doute, dans l'inquiétude, mais on garde espoir. Et ce que je trouve qui est très... badass, qui est très fou, qui est très puissant de la part des Iraniens. C'est quelque chose que je ne vois pas partout, quoi. C'est vraiment une force qu'on a, qui est aussi bien une force qu'un... Enfin, c'est à double tranchant, parce que jusqu'à où, enfin, jusque quand est-ce qu'on a besoin d'être comme ça ? Est-ce qu'à un moment, on pourra être un peuple serein et qui peut simplement vivre au lieu d'essayer de survivre ? Oui, parce que non seulement c'est une survie parce qu'il y a des conditions économiques, sociales très compliquées, et puis il y a une survie aussi parce que le fait d'aller manifester, et ça parfois c'est difficile de s'en rendre compte quand on est en Belgique, mais aller manifester, c'est risquer sa vie. Absolument, pour tout le monde, vraiment. Mais la vie est dangereuse. Barça, elle est sortie, elle avait mal mis son voile, on l'a tabassée parce qu'elle avait juste mal mis son voile. Donc rien que de vivre, tu risques ta vie, manifester, tu risques ta vie. Et dans mon spectacle, j'aime bien dire qu'en Belgique, on est sur la bonne voie. Par exemple, en termes de droits des femmes, de féminisme, d'égalité des chances, on est sur la bonne voie. Et je ne peux m'empêcher de comparer la situation belge à la situation iranienne. Et j'avais une personne belge qui est venue me voir après mon spectacle en disant « Ah ben c'est joli de dire qu'on est sur la bonne voie alors qu'on a encore tellement de chemin à parcourir. » Et je lui donne raison, mais je ne peux m'empêcher de comparer à une Iranienne, à une situation en Iran. On est beaucoup plus loin en Belgique que ce qu'on est en Iran. Donc c'est une réalité peut-être une personne qui est d'origine belge, née en Belgique, ne peut pas s'imaginer, mais c'est la réalité. C'est la réalité. Mais alors, justement, le rire, votre spectacle, ça permet vraiment de faire réfléchir pour vous. C'est comme ça que vous l'envisagez ? C'est faire réfléchir, faire évoluer les mentalités aussi via le rire ? Pas forcément faire évoluer les mentalités, même si, bien sûr, ça serait chouette, mais c'est peut-être une étape avant. Et moi, ma croyance, c'est, à travers le rire, tu peux raconter n'importe quelle histoire. Et quelqu'un qui, fondamentalement, est opposé à ce que tu vas dire, quand tu lui racontes ton histoire à travers un truc doux et rigolo, il va être beaucoup plus ouvert à entendre ce que tu as à dire que si tu cries, si tu es fâché, si tu dis « il faut de l'égalité des chances ». Non, alors que si je fais une blague où ça parle d'égalité des chances, mais que tu n'as même pas l'impression que ça parle d'égalité des chances, peut-être que la personne va se dire « ah, mais peut-être que les réfugiés, finalement, ils sont pas tous ceci. » Ou en tout cas, moi, ma seule responsabilité, c'est de raconter mon histoire. Et les personnes, elles peuvent en tirer ou en déduire ce qu'elles veulent. Mais je sens que je fais comprendre des choses qui, dans un autre cadre, ne seraient pas entendues. Et ça me rend vraiment heureuse parce que je vois... Bon, je taquine tout le monde. Donc, je taquine les hommes hétéros, les femmes hétéros, je taquine tout le monde. Mais j'ai eu des hommes hétéros, par exemple, après mon spectacle, qui sont venus me voir en me disant... C'est vrai que quand tu nous décris comme ça, je me rends compte que moi aussi j'ai déjà dit ça à une lesbienne et c'est vrai que peut-être que c'est un peu nul. Et je suis là, mais c'est merveilleux, c'est parfait, parce que j'aurais pu aller dans les rues, et je suis pro aller dans les rues et manifester, mais je pense que c'est un outil très puissant pour atteindre quelqu'un. Parce que c'est une petite graine qui petit à petit va évoluer dans l'esprit. Et je pense que c'est de l'anti-confrontation parce que la personne, déjà, elle est là dans mon spectacle. Est-ce que c'est sa sœur ou sa femme qui l'a amenée ? Je ne sais pas, mais donc il y a déjà une ouverture d'esprit, le fait de vouloir être là. Et je lui dis ce que j'ai à dire en rigolant.
Et donc ça me rend heureuse. C'est un pont qui est vraiment bien stable et bien fonctionnel. Alors l'Iran, vous en parlez dans votre spectacle, donc ce pays que vos parents ont quitté en 1986 pour trouver la liberté et vous la donner. Je reprends vos mots. Je propose qu'on écoute un extrait où vous en parlez, où on voit que vous avez grandi entre ces deux cultures. On écoute. Je suis très très contente et reconnaissante d'être née en Europe, en Belgique, où je suis libre, parce que ma mère venait d'une famille très très stricte. Elle ne pouvait pas faire d'études. Mon grand-père lui disait « Les études, c'est pour les putes ». Ma mère était là, mais je rêve d'être psychologue. Pour les putes. Journaliste. Pour les putes. Vous faites quoi, vous, dans la vie, mademoiselle? Étudiante. Pour les putes. Et je trouve ça dingue que mon grand-père lui disait ça, parce que lui, il avait la belle vie. Il était marié à 2 femmes, polygame, c'est autorisé, que pour les hommes, bien évidemment. Les 2 femmes avaient chacune 10 enfants. Les 10 enfants avaient 10 enfants. Donc 1/8 de l'Iran, c'est ma famille. Yeah. Mon grand-père, c'est Gengis Khan. Personnage dans Tekken 3. Après, j'ai suivi les conseils de ma mère, bien évidemment. J'ai fait des études. À l'UNIF, j'ai fait sciences biomédicales. J'ai trouvé ça trop facile. J'ai fait médecine. J'ai trouvé ça trop difficile. J'ai arrêté. Finalement, j'étais diplômée en art. Ma mère, elle s'est dit, ma fille, ça va être une pute. Tout ça pour terminer dans le stand-up. Et quand tu demandes à ma mère, votre fille, elle fait quoi? Elle dit, ma fille, elle est clown. Pouit, 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 pouit. Alors cet extrait, je trouve qu'il illustre assez bien justement ces deux cultures, parce qu'on sent que vos parents et votre maman en particulier ici, elle vous a donné vraiment cette liberté qu'elle n'a pas pu avoir. Et en même temps, elle garde peut-être elle reste assez traditionnelle peut-être dans sa pensée. Oui, c'est ça, c'est absolument ça. D'un côté, elle était là, moi j'ai pas eu la chance de faire des études supérieures, donc profite de l'école, ce que j'ai fait. Mais après, j'ai décidé de faire un parcours un peu space, et elle était, j'ai l'impression, pas prête mentalement à ça. Mais ma mère retombe tout le temps sur, on va dire, son réflexe, c'est la liberté. Et donc elle se dit, bon, j'ai pas fui l'Iran pour que ma fille, je l'oblige à faire des études de médecine. Donc même si je ne comprends pas vers où elle va, je vais la laisser libre. Donc oui, il y a vraiment, en fait, son moteur, ça a toujours été la liberté. Donc même si elle était face à un truc qui est différent, mon changement de parcours, mon homosexualité, elle s'est toujours dit, je suis obligée de la laisser parce que elle veut être libre, tout comme j'ai voulu être libre. Ouais. Et comment, du coup, on grandit vous êtes née à Excel, comment on grandit entre ces deux cultures, cet Occident qui est là, et dans lequel vous vivez, cet Orient qui est quand même là aussi, et dans lequel vous vivez en partie aussi? Je pense que mon cerveau d'enfant a vite compartimentalisé, je ne sais pas si ça se dit. Compartimenté ma vie. Je pense que, je ne sais pas si je peux parler pour tous les enfants de réfugiés, mais je pense que quand tu es un enfant de réfugié, très vite tu comprends que tes parents ne parlent pas la langue et que tu vas peut-être devoir plus te débrouiller. Je ne sais pas, c'est comme l'instinct en fait qui se réveille. Et je pense qu'en tant qu'enfant, j'ai compris que j'étais iranienne à la maison et que j'étais autre à l'école. Donc je me suis très vite adaptée à l'environnement, à la maternelle, en primaire. Mais ce n'est que en écrivant mon spectacle que je me suis rendu compte à quel point j'étais iranienne. Et le fait d'être iranienne, les trucs culturels étaient telle une tresse vraiment tressée comme ça dans mon ADN. Donc je dirais ça. Mais je parle de double culture et en même temps, je trouve que vous en avez même plus que 2 des cultures parce que vous êtes polyglotte. Vous parlez aussi anglais et néerlandais. Vous avez fait vos études en néerlandais. Et d'ailleurs, vous faites du stand-up en français, mais aussi en néerlandais et en anglais. Absolument. Alors ça doit pas être simple parce qu'en fait, l'humour, c'est quand même basé sur la culture, sur les mots. Et du coup, le fait qu'il y ait une culture différente, des mots différents, comment est-ce que vous vous adaptez? En fait, c'est très simple. C'est vraiment très simple. J'ai jamais senti la difficulté. Souvent, j'ai la question de c'est difficile, mais c'est des personnes qui peut-être ne sont pas forcément parfaitement bilingues. Et vu que j'ai vraiment, vraiment, vraiment grandi dans un environnement vraiment bilingue,
où j'ai les références des 2 cultures, le spectacle, je le joue en 2 langues avec aucune difficulté. Je sais très bien qu'ils vont peut-être pas savoir à quel point c'est bouché dans le tunnel Reyers, mais je vais prendre une métaphore anversoise si je joue à Anvers. Donc je change quelques références. Si je joue en France, je vais pas parler du palais de justice qui est toujours en travaux. Donc les quelques références, c'est des références que je change d'office si je joue au Canada, en Suisse. Mais vu que culturellement j'ai grandi dans les 2, il y a vraiment aucune difficulté et je trouve même que le spectacle, pour moi, il est un poil plus drôle en flamand parce que mais en néerlandais on dit stopwoorden, donc les mots avec lesquels on termine une phrase. Moi je dis toujours tu vois, je termine mes phrases avec tu vois, et en fait ça je n'arrive pas à l'enlever quand je joue en néerlandais, donc je fais mes blagues et à un moment donné je me retrouve à dire tu vois et je sens que ça fait vraiment rire le public flamand. Donc ma petite touche bruxelloise est vraiment encore plus remarqué quand je joue en Flandre, et je sens que pour eux ça rajoute un petit peu d'épices comme ça par-dessus le spectacle. Donc, et puis bien évidemment derrière tout ça il y a le travail. La première fois que j'ai joué mon spectacle en flamand, j'étais moi-même un peu curieuse de savoir ce que ça va donner, et j'étais étonnée de voir que ça marche aussi bien. Les jeux de mots on les enlève, mais mon spectacle est assez long pour que je puisse enlever quelques bouts. Donc c'était une très très belle surprise, et en même temps ça n'a fait que valider une chose dont je m'en doutais, c'est peu importe ce que tu dis en fait. Du moment où ton émotion elle est juste, les gens ils vont écouter et ils vont rire. C'est vraiment la magie du stand-up. Ouais, ça veut dire que du coup il n'y a pas un public qui est plus réceptif qu'un autre finalement, tous voilà, si vous êtes juste, oui, ça passe. En fait ça dépend de ton intention. Après moi j'aime bien vivre ma carrière de manière un peu spirituelle et philosophique, justement, vu qu'on est dans une émission un peu philosophique, et je vois moins la technique derrière. Donc moi je suis persuadée que si je me sens bien, ou si je suis alignée, ou si je sais ce que je suis en train de dire, ça va faire rire tout le monde. Et en même temps je sais que si je peux être je sais pas, mal à l'aise ou un peu stressée ou pas dans mon sketch, ça peut ne pas marcher, mais peu importe devant qui. Donc c'est pas lié au public, c'est plus lié à mon émotion. Après bien sûr tu peux tomber devant un public moins réceptif, il y a plein de situations différentes. Les flamands un peu plus, parce que pour reprendre l'expression, le public flamand c'est comme les Allemands mais dilués dans l'eau. Et puis alors, j'aime beaucoup quand vous vous moquez du sourire flamand aussi. Oui, ils sont un peu plus réservés. C'est vrai, ils sont un peu plus réservés. J'avais des a priori, mais en fait en allant jouer mon spectacle en Flandre, ces gens-là ont rigolé tellement fort que je retire tout ce que j'ai dit. Donc vraiment, même pour moi, c'était chouette de découvrir, enfin de déconstruire en fait mes clichés sur eux. Mais c'est vraiment fou de voir à quel point, quand je fais des sketchs sur eux en Flandre, ils me regardent en me disant ouais c'est vrai qu'on sourit un peu comme ça, c'est vrai qu'on adore les tartines au fromage. Enfin, c'est beau parce qu'ils sentent que j'ai pas une once de provocation, c'est vraiment une observation. Voilà, tous mes collègues mangeaient des tartines au fromage, c'est pas une critique, c'est pas je vous attaque pas, et ils le sentent que c'est vraiment peace and love, et je pense que c'est ce qui fait la force de mon spectacle. Alors, mais je le disais aussi tout à l'heure, la place des femmes dans notre société, et d'ailleurs plus particulièrement la place des femmes homosexuelles, c'est aussi vraiment un sujet que vous abordez, qui vous tient à cœur. Et là, l'idée, c'est quoi? C'est d'essayer aussi, via l'humour, d'un peu lutter contre les clichés, contre les stéréotypes, contre les rapports de domination? Oui, je pense, c'est ça. Et aussi, je trouve qu'on n'a pas encore assez de représentation. Et je trouve que c'est quelque chose d'important. Je pense que c'est important d'en parler parce que autant j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de publicité où on voit un couple d'hommes, des séries, tout ça, mais j'ai l'impression que vis-à-vis des femmes lesbiennes, mais ça reste toujours un peu à l'arrière du décor. Après, quand j'étais étudiante, on avait étudié, on avait observé, enfin, il y avait des analyses qui disaient qui regardaient en fait le revenu des couples hétéros, homosexuels, tout ça, et en fait les lesbiennes étaient celles qui, statistiquement, bon, après je ne sais vraiment plus de quelle étude je parle, gagnaient le moins. Et donc c'est possible, je me dis que c'est possible que ce soit pour une raison de marketing peut-être, ou de revenus, que les lesbiennes ne sont pas forcément mis en valeur, parce que peut-être que les médias se disent si on target les hommes homosexuels, ils ont plus de chances à aller, je sais pas moi, booker un voyage de luxe à Bali. Donc je ne sais pas, mais je pense que c'est important de représenter toute une partie de la population, et j'ai senti à quel point c'est important lorsque j'ai été jouer dans un endroit
dans un bar LGBT où je suis rentrée, j'étais même pas montée sur scène et j'ai eu, je sais pas si je peux appeler ça des fans, en tout cas des femmes qui sont arrivées en courant en me disant merci de parler de ça parce que il y a enfin du stand-up que je me sens à l'aise de regarder, enfin il y a quelqu'un comme moi qui fait des blagues, merci. Et là je me suis dit waouh, ok, ça dépasse mes attentes de ce que je pensais faire avec la représentation, c'est vraiment juste montrer aux lesbiennes que vous inquiétez pas, on est là dans l'humour aussi. Et donc ouais, ça dépasse en fait les attentes que j'avais. Donc c'est ouf. Ouais. Mais on va écouter un petit extrait où vous abordez notamment votre coming out. Après, j'ai fait mon coming out aussi à mes parents. J'ai dit à ma mère, elle m'a dit c'est pas grave ma chérie, tu fais ta vie. J'ai dit à mon père, il m'a dit c'est pas grave ma chérie, je t'enlève la vie. Après, il est venu voir mon spectacle et quand il a vu tous les gens rigoler, après le spectacle, il est venu me voir et il m'a dit tu peux être lesbienne, c'est bon. Donc merci, c'est grâce à vous. Mais j'avais envie de mettre cet extrait parce que là, c'est vous qui dites merci aux gens. Public, ouais. Et ça veut dire que le public, il permet aussi de mieux vivre. Comment expliquer ? Que vous-même, vous affirmiez mieux, que voilà, c'est positif pour vous aussi. Oui, c'est très bien vu. C'est vraiment ça. Je me souviens, au début, j'abordais déjà le sujet, mais j'étais mal à l'aise. Je sais pas, j'étais mal à l'aise de dire le mot lesbienne sur scène. Même si j'en parlais, j'avais un blocage. Et en fait, quand j'ai vu à quel point les gens rigolent et ils acceptent, mais ça aide à s'accepter tout simplement. Et ça a vraiment contribué dans l'acceptation de mon père, même s'il n'avait pas de problème initial avec ça. Ce qui lui faisait le plus peur quand je lui ai fait mon coming out, c'est le regard des autres. C'est tout. Il n'avait pas peur de mon homosexualité. Il n'arrêtait pas de me dire mais que vont dire les autres. Et en fait, quand il est vraiment venu voir mon spectacle, et je lui ai dit papa, quand tu viens, sache que je parle de ça. Hein. Et il m'a dit c'est pas grave. Et quand il a vraiment vu toutes ces personnes autour de lui être morts de rire, après le spectacle, aller lui dire ah c'est vous le papa, on a adoré. Il s'est dit mais je dois pas avoir peur pour ma fille. Donc j'avais besoin de dire merci sur la scène de Montreux à toutes ces personnes parce que quand tu rigoles avec ma blague, c'est que tu es quelque part un peu d'accord. Et donc, c'est une validation et c'est créer plus de tolérance vis-à-vis des personnes lesbiennes. Déna, votre spectacle, il s'intitule « Déna, princesse guerrière ». Ça veut dire quoi ? Que vous menez quand même une guerre contre quoi ? Contre qui ? Je pense que, bien évidemment, le mot « guerrière », il y a le mot « guerre » dedans, mais moi, je le vois plus comme une rébellion plutôt qu'une guerre. Je le vois plus comme une révolution ou une évolution qu'un truc violent. Je n'ai pas trouvé de mots qui voulaient dire... princesse rebelle, ça faisait un peu nul. Et puis dans Princesse guerrière, il y a une référence à Xena la guerrière, qui est un peu le côté LGBT. Force de caractère et LGBT. Mais c'est un peu dommage que dans guerrière, il y ait le mot guerre, mais c'est vraiment plus pour... pas pour une guerre, mais pour une bataille. Mais après, on peut dire que c'est un peu la même chose, mais c'est plus une... En fait, pour moi, c'est une référence aux femmes iraniennes qui ne peuvent qu'être autres qu'être des guerrières, parce que dans l'environnement dans lequel elles vivent en Iran, c'est dur d'être juste une princesse. Tu as besoin de te protéger, tu as besoin d'avoir tes armures pour pouvoir survivre. Donc c'est pour ça. C'est-à-dire que même si vous êtes seule sur scène, vous êtes un peu le porte-voix de cette femme. Je n'oserais pas dire ça, mais c'est sûr que je pense que c'est comme parler des lesbiennes, c'est devenu quelque chose de plus grand que moi. Je pense que oui. Par exemple, j'ai eu un moment qui m'a vraiment, vraiment fort émue dans ma carrière. Même en parlant maintenant, j'ai des frissons. J'ai joué mon spectacle à Avignon un soir et en sortant de la salle, j'ai un collègue qui me dit « Déna, il y a une personne qui veut vraiment te voir ». Et je m'approche d'elle et elle avait arraché mon poster des murs d'Avignon. Et elle tremblait, elle était émue. Et c'était une jeune fille, je pense, de 20 ans, et qui m'a dit « Moi aussi, je suis iranienne. Moi aussi, je suis lesbienne. » Et elle tremblait, elle pleurait. Elle était « Est-ce que je peux avoir une signature ? Est-ce que je peux avoir une photo ?» Et en fait, j'avais envie de pleurer avec elle parce que j'étais là « Mais mon Dieu, qu'est-ce que je suis en train de faire ?» Enfin, dans le positif. Et elle m'a dit « Tous mes amis m'ont envoyé des vidéos de toi. Tout le monde me parle de toi. Merci. Je suis en train de me dire peut-être que je devrais faire mon coming out à mon père, mais je suis pas sûre qu'il accepte comme ton père. » Et enfin, c'était super beau d'avoir cette conversation. Enfin, j'ai vraiment eu des moments assez ouf dans ma carrière où j'ai un ami qui a ramené toute sa famille à mon spectacle et il m'a envoyé un message par après en disant « Ma sœur a fait son coming out après ton spectacle. » Et ma mère, vu qu'elle venait de voir ton spectacle, elle s'est dit « Je ne peux pas
dire autre que félicitations, bravo d'avoir fait ton coming out et vis ta vie. J'étais là, mais waouh, c'est incroyable. Quel effet un Quel spectacle, effet. un simple entre guillemets, spectacle exactement. peut avoir. Mais ce n'est pas mon but, ce n'est pas mon. Enfin, si les gens ont envie de venir à mon spectacle pour faire leur coming out, après, oui, venez. Mais c'est pas pour ça que j'ai écrit ce spectacle. Moi, c'était vraiment juste pour parler de ma vie et d'expliquer qui je suis. Donc c'est vraiment phénoménal. J'ai pas d'autre mot que de dire phénoménal de voir ce que ça engendre. Et en même temps, parce que là on voit que ça a touché des catégories particulières, on va dire, de la population, mais je trouve qu'il y a un côté très universel. Enfin, c'est une ode à la liberté, et la liberté, c'est universel. C'est vraiment ça. Merci vraiment, Vinciane, pour vos questions, parce que je suis contente de voir que c'est visible, que tous ces aspects-là sont visibles dans mon spectacle, parce que j'ai déjà eu des Flamands de Bruxelles qui sont venus voir mon spectacle au Kings of Comedy Club avant, et qui étaient en pleurs, et qui me disaient on n'est même pas fille de réfugiés, mais l'histoire de ta maman, elle est magnifique et on a compris ce que c'est d'être enfant de réfugiés. Et j'étais là, mais waouh, c'est ouf que des Flamandes, j'ai déjà eu des Albanais, des Grecs, des Congolais qui sont venus me dire on s'est retrouvés dans l'histoire de ta mère, mais aussi un homme célibataire, jamais marié, de 60 ans, qui était en pleurs, belge, né en Belgique, de parents belges, vraiment un profil qui est très loin du mien, qui m'a dit je me sens transcendée. Je suis là, mais c'est magnifique. Et en fait, quand j'ai écrit mon spectacle, j'ai pensé à Marjane Satrapi, bien évidemment, l'auteure de Persépolis, qui a eu un impact énorme dans ma vie, parce qu'elle m'a consolée vis-à-vis de mes origines, en fait, qui elle-même citait Tolstoï, qui disait « Si tu veux parler au monde, parle de ton village ». Et je me suis dit, parce que moi j'avais envie d'avoir un message universel, mais c'est dur, parce que voilà, si on part d'une feuille blanche en disant message universel. Voilà, et je trouve que ça devient très impersonnel, et je me suis dit, je vais parler de ma mère et de ma famille, et de mes parents qui ont quitté l'Iran, en espérant que... Enfin, c'était pas conscient, tout ça, donc c'était assez inconscient, en espérant que ça va toucher des gens. Et je suis hyper reconnaissante envers mon cerveau et mon écriture, peut-être, qu'ils ont été capables de pondre un texte et un spectacle qui a ce résultat. Voilà. Et alors, j'ai envie de parler juste un mot sur le style de spectacle. Alors, évidemment, c'est du stand-up, mais il y a un côté un peu clown. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose sur lequel vous travaillez. Je trouve qu'il y a un côté clown qui ressort du spectacle. C'est quelque chose qu'on me dit souvent. Et bravo, Vinciane. Vraiment, très belle observation. Vous observez très, très bien, vraiment. Et tant mieux. Mais donc, j'encourage les gens à venir observer par eux-mêmes. Ils vont sûrement voir autre chose. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on m'a dit. Et en fait, j'aime beaucoup. Et je pense que le côté clown, en fait, il sort de comment je bouge sur scène. C'est-à-dire, au début, j'étais pas forcément expérimentée, donc je faisais mes punchlines. Et petit à petit, quand je racontais physiquement, mon corps bougeait avec moi, mais sans faire exprès. Je me disais pas, je vais parler en bougeant pour faire rire. C'est juste mon corps a suivi mon texte. Et en fait, je me suis rendu compte que plus je me lâche physiquement, plus les gens rigolent et plus je vibre avec ce que je dis. Et en fait, j'ai croisé Elliot, qui est un humoriste belge qui est mime, qui a tourné, qui a 35 ans de carrière. Et il m'avait vu à Rochefort et il m'a dit « C'est très drôle ce que tu fais, mais on sent une certaine raideur. Essaye de voir un petit peu ce que tu peux faire avec ça. » Et une amie qui me voyait beaucoup jouer au Kings of Comedy Club, parce qu'elle était ouvreuse, m'a dit « T'as remarqué que dès que tu bouges, les gens rigolent plus ?» Et je me suis dit, c'est vrai, parce que même moi, je m'amuse 1000 fois plus quand je bouge. Et en fait, j'ai vraiment appris avec le temps de me lâcher. Et ce qui est très drôle, c'est que dans ma vie privée, j'aime pas trop danser, j'aime pas trop bouger. Je suis pas forcément la personne qui va aller en première sur la piste de danse. Mais dans mon spectacle, je me sens vraiment libre, c'est le cas de le dire. Et donc, je raconte vraiment l'histoire avec mes tripes. Et ça fait que mes bras bougent, mon visage bouge, mon corps bouge. Et ça fait clown, mais ça fait surtout rire. Et c'est ça qui est... mais ça fonctionne très génial. bien. Ouais, ça fonctionne méga bien. Et encore avant-hier, il y a quelques temps, j'ai joué à Liège et je me sentais vraiment libre sur scène. Et j'ai eu la chance de recroiser justement Elliot et je lui ai dit merci, parce que tu as changé un peu le cours de ma carrière en me donnant en voyant juste et en m'aidant à travailler sur le corps et donc apporter ce côté clownesque, mais qui est hyper percutant.
En tout cas, je le disais, on encourage tout le monde vraiment à aller voir votre spectacle. Donc, Déna, princesse guerrière, c'est au Théâtre de la Toison d'Or à Bruxelles jusqu'au 12 novembre. Absolument. Et puis après, il y a d'autres dates. Il y aura d'autres dates. Il y a une date à Paris le 7 décembre, si jamais il y a des gens qui seront à Paris. Le 8 décembre. Aussi, Charleroi, le 8 décembre. Donc, puis j'aurai des dates, j'ai des dates en Flandre. Tout est à retrouver sur ma page Instagram, Déna Diva. Déna Diva. Je pense que voilà, pour quelqu'un qui... Alors, je reprends vraiment la description du spectacle. C'est un pied à Bruxelles, un pied en Flandre, le cœur en Iran, les yeux sous les jupes des filles. Tout à fait. Ça vous décrit bien. Donc, merci beaucoup, merci, Déna, et merci à vous de nous avoir suivis. Belle soirée à tous.